quand je suis arrivée à Mada, j'avais le choix entre, du coup, reprendre Ivana ou reprendre la boîte de mes parents. Et je voulais absolument pas faire de marché public, c'était le vœu que je me suis faite, que si moi je reviens, je vais pas être dans un système de corruption, ou de, etc. Toujours en disant que ça reste un métier, il n'y a pas de métier facile. Hein. Et je crache pas dessus parce que Aujourd'hui, dans Storytime, on a le plaisir de recevoir Lilia. Bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut, merci de me recevoir. Alors, tu es fondatrice d'Ivana, une entreprise qui accompagne notamment les personnes qui vivent à l'étranger pour construire ici à Madagascar sans avoir à se déplacer. Mais tu es également très active dans le monde associatif, entrepreneurial à Madagascar. On y reviendra plus tard. Je veux savoir, avec tes propres mots, qu'est-ce que je devrais savoir sur toi, sur la vie que tu as eue étant enfant pour mieux comprendre la personne que tu es devenue aujourd'hui et ce que tu as accompli? Ah oh, ça commence fort. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors, ce qu'il faut savoir sur moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment entreprendre. Quand on me demande, on m'a déjà demandé c'est quoi mes passions dans la vie, etc. Moi, c'est pas les cartes, ni les timbres, ni le sport, ni j'ai pas de passion particulière, mais en tout cas, je suis quelqu'un de très passionné quand je fais les choses. Et je pense que voilà, ça peut me résumer. Quand tu avais 17 ans, tu as quitté Madagascar. Et d'ailleurs, tu compares ton parcours à celui de l'alchimiste Paulo Coelho, où tu expliques notamment que tu es parti en pensant trouver en fait le bonheur ailleurs, et qu'au final, tu as trouvé ton bonheur à l'endroit même que tu avais quitté à la base. Beaucoup de gens, je pense ceux qui ont la chance de voyager, sont d'accord sur le fait que voilà, ça apporte beaucoup de choses. En tout cas, personnellement, ça permet un peu d'élargir, on va dire, ta vision, ta façon de penser même. Toi, après être passé par Paris, Sydney, Chicago, Londres, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement? Ah déjà, bravo pour le... Vous avez regardé bien les vidéos qu'on postait. Alors moi, ce que ça m'a apporté... déjà, je voulais voyager pour découvrir d'autres choses parce que je suis restée à Mada. Je suis jamais partie de Mada quand j'étais ado et du coup, il y avait la fascination un peu de l'extérieur quand on regarde la télé, les films, etc. Et moi, j'avais juste envie de découvrir ces choses-là et de vivre autre chose. Et en fait, j'ai découvert beaucoup de choses sur moi-même. Parce que quand on part sur des laps de temps vraiment très très courts, 1 an, 6 mois, et changer d'endroit à chaque fois, on se retrouve déjà très seul parce qu'on n'a pas le temps de se faire des amis, on n'a pas le temps de créer vraiment un cocon, d'avoir une certaine stabilité, on va dire un quotidien, etc. Et donc on se retrouve seul avec soi-même. On passe par pas mal de difficultés qu'on n'aurait pas eu si on était resté toujours dans sa zone de confort. Par exemple, quand j'étais en Australie, je suis arrivée, déjà, je pensais que je savais parler anglais. En fait, quand t'es juste à la fac et que tu regardes des séries en anglais, tu penses que, parce que tu connais 3-4 phrases et que dans cette situation, tu aurais dit ça ou ça, tu te débrouillerais bien, mais quand t'es vraiment dans un environnement où le quotidien, c'est parler anglais, c'est très isolant, en fait, de pas pouvoir parler la langue de manière hyper courante comme les gens le parlent dans la vie quotidienne. Donc c'est déjà une première barrière pour se faire des amis. Et c'est une grosse barrière aussi tu prends un peu le pas un peu plus lentement dans tes études, etc. Parce que déjà c'est un accent qui est très très fort, l'accent australien aussi. T'as un peu du mal à faire beaucoup de choses parce que des choses qui te semblent simples, comme écrire un essai, par exemple, quand tu dois le faire en anglais, c'est vraiment autre chose. Donc, je me suis retrouvée avec pas mal de difficultés qui semblent être basiques, mais qui fait que ça te donne une certaine résilience de beaucoup de choses. T'apprends vraiment à être débrouillard. Parce que forcément, quand tu voyages, t'as largement moins de budget. Donc, tu dois beaucoup te débrouiller. Et après, tu découvres tellement de gens et de cultures différentes. Ce qui est bien quand on voyage seul aussi, c'est qu'on est complètement ouvert à la découverte des gens.
Parce qu'en fait, quand on voyage, je pense à deux ou en groupe, on est tout le temps avec un peu les mêmes personnes, etc. Mais quand on est seul, on est vraiment obligé de s'ouvrir aux autres. Les gens viennent vers toi plus facilement. Ouais. Donc j'ai découvert plein de choses. Je pense que c'est comme ça que je suis devenue assez curieuse aussi. Et non, je pense pas que je serais comme je suis aujourd'hui si j'avais pas voyagé. Je pense pas que ma boîte serait escalée. Je pense pas que j'aurais eu la vision que j'avais ou la manière de faire les choses. Et voilà. Et parmi les différentes villes que tu as eu l'occasion de découvrir, c'est vraiment laquelle, toi, qui t'a le plus marqué Je pense que ça reste l'Australie, parce que c'est là que j'ai découvert beaucoup de cultures différentes. En fait, l'Australie, c'est vraiment un melting pot de plusieurs nationalités. Donc, c'est un pays où beaucoup de gens viennent pour étudier. Beaucoup de jeunes viennent pour étudier. C'est un pays où les habitants, enfin les Australiens même, entre guillemets, sont pas les habitants d'origine. Donc t'as beaucoup de cultures, t'as en même temps la culture américaine, t'as la culture européenne, t'as beaucoup de Brésiliens, t'as beaucoup de gens de toute la partie asiatique, parce que tout en haut t'as Singapour, t'as plein de pays asiatiques. Donc j'ai découvert plusieurs personnes, plusieurs manières de penser, donc ça c'était super enrichissant. Et il faisait pas froid. Ouais. Il faisait beau. C'est vraiment un autre monde que j'ai découvert, que j'ai adoré, et un jour j'aimerais vraiment revenir là-bas si c'est possible. Mais franchement, s'il faut aller quelque part dans sa jeunesse, je pense que c'est vraiment l'Australie. Ça, à bon entendeur, du coup, si vous avez l'opportunité d'y aller, n'hésitez pas. C'est un peu loin, juste, mais, mais c'est super. Et à quel moment tu décides, toi, de rentrer à Mada? Parce que, à un moment, voilà, t'as été, on va dire, un peu un globe-trotter, enfin, t'as pas mal bougé aux quatre coins du monde, mais à un moment, voilà, tu décides de revenir à Mada. Il y a eu une raison particulière qui t'a poussé à revenir, ou est-ce que c'est juste, tu te dis, bon, j'en ai juste marre d'aller à gauche et à droite tous les 6 mois, tous les 12 mois, et voilà, je vais chercher un peu plus de stabilité et je vais revenir au pays? Bah, c'était beaucoup ça. Plus je changeais de pays, plus je me sentais un peu déjà pas trop à ma place. Parce que, enfin, pas trop à ma place. C'est pas vraiment le mot, mais j'avais pas l'impression que j'étais dans un endroit où je pouvais vraiment apporter de la valeur ou apporter un impact, etc. Donc c'est beaucoup la naïveté de la jeunesse quand on vient de finir ses études et qu'on pense qu'on va pouvoir changer le monde. Et il y a ça, il y a la partie personnelle aussi. Je voulais être avec ma famille. Je voulais vraiment être plus proche de ma famille. Et oui, c'était le fait de me dire que je pouvais être dans un endroit où je pouvais vraiment apporter quelque chose et que ça aurait une différence beaucoup plus significative que si j'étais restée ailleurs. Mais de manière générale, c'est vraiment la recherche d'un équilibre, d'être bien quelque part, quoi. Ouais, tu parles de famille d'ailleurs. Il y a une personne dans ta vie, je crois qui t'a particulièrement, enfin en tout cas c'est, je pense, tu me corriges si j'ai faux, qui t'a beaucoup inspiré et que tu faisais éventuellement comme un role model. C'est ta maman, c'est bien ça. Qu'est-ce que toi, avec le recul aujourd'hui, tu penses que tu as admiré tant chez elle et que voilà, t'aimerais peut-être calquer sur toi-même plus tard en grandissant? Ouais, bah bravo encore pour les devoirs à la maison. Alors en fait, ma mère, elle était aussi entrepreneur, dans le BTP aussi d'ailleurs. Et en fait, quand j'étais petite, déjà je suis fille unique, donc on a un lien qui est beaucoup plus, je pense, qui est très différent de ceux avec mes frères. Et donc quand j'étais petite, je partais quasiment jamais en vacances. Et j'étais tout le temps avec elle, enfin au boulot avec elle, quoi. Donc je voyais tout ce qu'elle faisait sur les chantiers, quand elle allait dans des bureaux, etc. Donc elle m'emmenait, elle m'embarquait avec elle. Et au début je comprenais pas trop, en fait, enfin franchement ça me saoulait. À dire clairement, passer 2 semaines avec sa mère dans la voiture, à aller sur des chantiers, et aller dans des banques, aller dans des bureaux, etc. C'est pas hyper marrant. Je voyais pas mes amis pendant les vacances. Et après, quand je suis rentrée à Mada, on a commencé à travailler ensemble. Ça s'est pas très bien passé. Mais je pense que c'est parce que c'est toujours les relations mère-fille qui fait que... Mais il y a rien de grave qui s'est passé. Et après, j'ai commencé à entreprendre. Et c'est là, au fait, que
j'ai fini par comprendre ce qu'elle voulait me faire comprendre à l'époque où elle m'emmenait avec elle. Quand j'ai vu, au fait, la difficulté que c'est d'entreprendre, les défis qu'on peut avoir, c'est comme ça que je comprenais vraiment comment est-ce qu'on pouvait être... j'arrivais à voir que c'était vraiment quelqu'un de très très fort mentalement et j'admire encore jusqu'à maintenant. Je sais pas comment elle faisait parce que je pense que sa situation à cette époque-là, elle n'était pas du tout la mienne aujourd'hui. Et c'est vraiment la résilience et la manière de parler aux gens qui fait que ma mère, quand tu la regardes venir, c'est vraiment une petite femme. T'as pas l'impression que c'est quelqu'un qui s'impose, mais quand tu lui parles et quand elle fait vraiment les trucs, vraiment tu l'écoutes quoi. Et tous les gens que je rencontre encore aujourd'hui me disent exactement la même chose. Et ce que j'admire vraiment chez elle, c'est cette partie vraiment, vraiment je laisse rien tomber quoi. C'est quelqu'un d'hyper déterminée, d'hyper persévérante, mais d'un autre côté aussi, elle a un côté très soft, elle arrive à parler à des gens, elle arrive à créer un lien avec des gens. Et c'est vraiment dingue parce que elle, dans son travail, c'est pas comme nous aujourd'hui où c'est très des contrats, c'est un peu froid, c'est vraiment elle quand elle va voir un banquier par exemple ou une banquière, souvent une banquière, elle a de la chance que c'était souvent des femmes. Elle arrive à créer vraiment un lien avec cette personne. Et jusqu'à maintenant, c'est des gens que moi je peux aller voir parce qu'elles ont créé un vrai lien avec elle, ou des personnes, ou des anciens clients, ou des anciens prestataires, etc. Bon, elle était dure, hein, elle était super dure. Mais arriver à créer un vrai lien authentique avec quelqu'un avec qui tu travailles, que t'es pas obligé de créer ce lien-là. Et je pense que c'est ce qui a fait sa réussite aussi. Ça c'est quelque chose que moi j'arrive pas à faire, que j'aimerais bien pouvoir faire et que j'admire beaucoup chez elle, pouvoir faire les choses tout en étant authentique et vrai avec les gens. Ouais. Parce que tu penses qu'aujourd'hui, dans la manière dont toi tu apportes le travail et que tes collaborateurs ou tes partenaires, c'est quoi? C'est un peu plus vraiment t'aimes garder une certaine distance peut-être et pas trop rentrer dans le personnel avec eux. Alors au début, j'ai fait l'erreur de vouloir être amie avec mes collaborateurs. Okay. Amie, c'est pas juste s'entendre, mais amie, vraiment amie. Genre on va prendre oui, un voilà, café ensemble, genre, ça, tu sais, quand les gens viennent dans une boîte et qu'ils disent ici c'est comme la famille, et au fait, au début je faisais ça et c'était pas vraiment une bonne idée parce que t'as quand même besoin d'avoir une certaine posture de dirigeant au final, qui est pas forcément, c'est pas forcément une grosse hiérarchie ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, il faut faire la différence entre les deux. Elle faisait aussi la différence entre les deux, mais sauf que c'était beaucoup plus familial avec elle. Et donc moi, on va dire mon style aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir une super ambiance de travail avec des gens avec lesquels on s'entend très bien, avec qui qu'on connaît au-delà aussi du travail. Je pense que c'est bien de savoir par rapport à ses collaborateurs, c'est quoi leur vie, est-ce qu'ils ont des enfants, est-ce qu'ils habitent, etc. C'est intéressant de les connaître en tant que personne, mais il faut quand même que ça reste dans un cadre de travail assez carré parce que à un moment donné, tu vas exiger certaines choses que tu pourrais pas exiger en tant qu'ami. Et des fois aussi quand il y a des conflits ou il y a des moments où il faut se séparer de la personne, c'est toujours compliqué quand il y a des un truc comme ça. Mais je pense qu'il faut que ça reste quand même carré et c'est un des problèmes des boîtes aujourd'hui, je pense à Mada, en tout cas certaines entreprises où les personnes qui sont là sont pas des personnes en fait, elles sont des personnes qui sont là parce que on a un lien affectif, parce qu'on n'a pas envie de leur faire du mal ou etc. Donc on s'occupe d'eux. Ici, il y a vraiment le dirigeant qui s'occupe des personnes avec qui elle travaille, mais elles sont pas vraiment là pour une question de compétence ou de productivité ou de performance. Je pense qu'il faut faire la balance entre les deux. Et quand on mélange tout, des fois les gens profitent de toi aussi un petit peu. Donc je suis moins dans ce style-là que ma maman. D'accord. Non, c'est vrai que tu penses, parce qu'on voit c'est qu'il y a deux écoles, on va dire là-dessus. C'est genre c'est qu'ils disent faut vraiment la personne que t'es à la maison, c'est la personne que tu dois être au boulot et tout. Ah, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est compliqué hein. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais en fait, c'est utiliser à tort à travers le mot d'authenticité et de se dire que tu dois enfin, quand on dit aux gens, je sais pas comment faire, sois toi-même, mais sauf que tu peux pas. En fait, je pense que chaque rôle que tu as doit être vraiment pris au sérieux
et que tout est une question de posture. Tu peux pas diriger une boîte et avoir la posture de la fille unique à la maison. Tu peux pas diriger une boîte et être la maman. Tu peux pas faire ça, et je pense que c'est exactement comme quand on éduque des enfants. Quand on t'éduque ton enfant, t'es pas sa pote, t'es son parent, et c'est exactement la même chose dans une entreprise, c'est exactement la même chose dans une famille, et c'est une posture à adopter. Je dis pas que c'est un rôle ou un masque qu'il faut porter, mais chacun a sa responsabilité, et il faut se mettre dans les chaussures entre guillemets des responsabilités qu'on a, quoi. Ouais, je pense que c'est un concept justement d'ailleurs que certaines personnes ont peut-être encore du mal à assimiler. C'est vrai que tu avais utilisé le terme on n'est pas là genre avec différents masques. En gros, c'est-à-dire les gens peuvent croire en fait que justement parce que tu adoptes des postures différentes en fonction des circonstances et du contexte dans lequel tu te trouves, que t'es quelqu'un d'hypocrite, de fake exactement, tu vois. Alors qu'en fait, en tant qu'être humain, tu peux tout à fait justement avoir différentes casquettes dans la vie et t'adapter en fonction. Je pense que c'est pas incompatible, parce que la posture du dirigeant, au contraire, il faut pas être fake, il faut pas la personne arrive et elle fait quelque chose qui est normalement, par exemple, inacceptable dans un contexte professionnel. Si tu dis c'est pas trop grave, bah là t'es fake, parce que parce que justement c'est grave. Mais moi je pense que c'est une balance entre les deux, sans forcément se prendre la tête à être hyper froid ou quoi que ce soit. Moi je pense qu'il faut encourager les gens aussi, être bienveillant, etc. Mais c'est pour ça que je dis que c'est une posture. Le rôle de la personne qui dirige, c'est vraiment il y a le rôle d'encourager la personne à atteindre ses objectifs, et là-dedans il y a aussi une posture à adopter, quoi. Là on parle, je pense que c'est une bonne transition vers l'aspect ton aventure en tant qu'entrepreneur, pardon. Tu fondes Ivana en 2015. C'est bien ça? Ouais. Ou est-ce qu'en fait, moi la question que je me suis posée par contre, c'est est-ce que c'était une structure familiale en fait qui existait déjà et que tu as repris et que tu as peut-être t'as fait un rebranding et voilà, ou est-ce que t'as vraiment monté le truc de A à Z à ce moment-là? En fait, c'est les deux. Quand moi je suis arrivée, mes parents avaient déjà une boîte de construction qui s'appelait pas Ivana, mais qui faisait vraiment du génie civil et des choses pas très sexy comme ça. Et Ivana, on avait fondé ensemble, du coup avec mes parents. Enfin c'était surtout moi et mes parents, et on était vraiment liés dessus, ma mère et moi. Et à la base, c'était un projet d'un lotissement qu'on voulait faire ensemble. Et ça s'est pas du tout bien passé. Surtout les plans, ça s'est bien passé. Surtout les plans. On va dire sur le plan, déjà économiquement parlant, c'était un nouveau métier qu'on connaissait pas, qu'on devait apprendre, etc. Et puis entreprendre en famille, c'est jamais évident. Et du coup, la conclusion qui a été faite de cette aventure qui a duré quelques mois, c'était que on devait arrêter. Donc on devait arrêter la boîte. Et moi, je voulais pas arrêter parce que déjà, j'avais trop d'ego. Et que moi, j'avais besoin d'un boulot, quoi. J'avais besoin d'un boulot parce que je revenais, j'avais besoin, en fait, de pouvoir me définir en tant que personne, si je peux dire. Et j'avais rien si j'avais pas de boulot et que j'habitais chez mes parents et que j'avais l'impression d'être... C'est ça, t'étais en situation d'échec, quoi, si jamais. Voilà, complètement. Je voulais pas rester sur un échec comme ça. Donc, ils m'ont dit, écoute, débrouille-toi. Et j'ai repris, entre guillemets, la boîte. Il n'y avait pas grand chose à reprendre. Pour dire pas grand chose, il n'y avait rien à reprendre. Il restait presque plus rien. Mais il y avait quand même vraiment des tout petits projets en cours, et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le métier de faire des maisons. Donc il y avait une maison, mais c'était des tout petits. Je peux même pas dire que c'était une maison, parce que c'était vraiment des tout petits projets. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Heureusement que c'était petit d'ailleurs, parce que je venais de commencer, j'avais pas beaucoup d'expérience. Et donc c'est comme ça que j'ai repris toute seule. Et de fil en aiguille, ça fait quoi là? Ça fait 7 ans. Ouais, 7 ans. Quelque chose comme ça. Ouais. Et juste, on va continuer un peu sur ce côté, sur cette aventure-là, mais je voulais revenir sur quelque chose que tu avais dit. Tu parlais du fait que, par ego, tu voulais pas laisser tomber. Est-ce que c'était exclusivement, tu penses, un état d'esprit, genre, juste vis-à-vis de toi-même, ou est-ce que, tu vois, il y avait peut-être aussi... peut-être vis-à-vis de tes parents, tu voulais peut-être pas échouer, ou vis-à-vis de la société en elle-même, tu vois, parce que c'est vrai que à Madas, on est dans un environnement où
on ne vit pas et on ne regarde peut-être pas l'échec de la même manière que dans d'autres pays, tu vois. Ouais. Donc toi, c'était quoi? C'était juste par rapport à toi ou c'était quand même vis-à-vis Non, mais t'as raison, c'était tout ça. Ouais. Ben, en fait, pour la petite histoire, donc je suis arrivée. Toute ma vie à cette époque-là était un échec parce que j'avais déjà un genre de start-up quand je suis arrivée qui a pas marché non plus. Okay. Donc ça, je me suis vautrée sur ça. Et au niveau personnel, je voulais de rompre avec mon petit ami avec qui on devait se marier, etc. On s'est pas mariés. Donc en fait, j'avais ni boulot, j'avais pas de copains, j'habitais chez mes parents, j'avais pas d'argent. Donc c'était compliqué quoi. J'avais besoin de réussir au moins un truc quoi. Et c'était ça. Et la plus grande partie, oui, c'était par ego, par rapport à moi-même. Je voulais vraiment réussir au moins une chose dans ma vie. Et après, par rapport à la société, bon, je me mettais pas trop de pression parce que j'avais quand même que 23 ans à l'époque. Je m'attendais pas à devenir Elon Musk ou qui que ce soit. Mais il y a quand même certaines pressions, surtout à Mada, quand les gens voient que tes parents ils se sont saignés pour te faire étudier, pour te faire voyager, t'es censé quand même apporter quelque chose, au moins un minimum. Et donc il y avait un peu de ça, ouais. Non, en tout cas, je pense que c'est histoire pour montrer que, voilà, enfin, même quand on passe par des moments, en tout cas sur le coup, certes, qui paraissent vraiment très compliqués, que ce soit professionnellement, personnellement, ben, il y a toujours moyen de se relever d'air. Et toi, heureusement, t'as eu le courage, en fait, de justement vouloir continuer. Tu vois, t'es pas genre en mode, bon, vas-y, il y a trop de trucs qui me tombent dessus, je me casse, je sais pas ce que je vais faire, mais je laisse tout tomber. Bon, quoi. Après, j'avais pas trop le choix. Hein. Je pouvais pas repartir à l'étranger parce que j'avais pas les moyens, j'avais pas de visa, j'avais rien du tout. Et non, j'étais obligée. J'avais pas le choix. Il fallait que ce soit un truc qui marche. Et je dis ça a pas marché au bout de 6 mois, hein, ni 7 mois. Ça a pris vraiment un long petit moment. Et quand on revient, en fait, d'autant de temps passé seul à l'étranger, de manière vraiment indépendante. Et quand on arrive et qu'on est tout sauf indépendant, que tu dois tout demander à tes parents, tu peux même pas sortir de la maison, tu peux même pas rentrer à l'heure que tu veux. Ouais, c'est clair. Je comprends, donc à cette époque-là, c'était vraiment dur. Donc il fallait que je me remette un peu dans ma vie indépendante, que je me dise que je reprends ma vie en main, quoi. Mais ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis quand même 2 bonnes années, 2-3 ans. 2-3 ans, ouais. Et t'as envisagé un moment éventuellement de devenir salarié dans une boîte, peut-être? Parce que t'avais quand même un diplôme, t'avais un master. Ouais, mais un diplôme en communication. C'était pas du tout du BTP. En fait, à la base, je voulais revenir. Mon projet, c'est de revenir et de monter une boîte de com. Ce que j'ai pas eu le temps de faire et que j'ai pas pu faire non plus parce que j'étais prise par ce projet-là et aussi parce que j'arrivais pas alors toi, tu me diras parce que t'es dans le milieu, mais moi, j'arrivais pas à me faire une place dans le monde de la communication et puis je voyais pas trop comment je pouvais gagner ma vie avec. Sincèrement parler, parce que il y avait trop d'offres, je savais pas quoi proposer aux gens, quoi. Donc je l'ai pas fait, j'ai fait ça à la place. J'ai envisagé de bosser pour des gens. Il y a peut-être, il y a 2 ou 3 ans après avoir repris Ivana, où vraiment j'avais l'impression que je m'en sortais pas, quoi. Je me disais que en plus, j'étais déjà mariée, je pense, à l'époque. Je sais plus. Et j'avais l'impression de servir à rien. Alors, je dis que ça marchait pas. Ça marchait. Ça survivait, quoi. Et je voulais pas être un poids, tu vois, pour qui que ce soit. Et puis, je voulais pas être... je me disais, tout ce stress-là, pourquoi je me stresse autant? Pourquoi je me donne autant de mal pour pas grand-chose? Et j'ai envisagé, j'ai survolé quelques heures, j'ai rien trouvé. Et après, alors, paraît que c'est vraiment un truc de l'entrepreneur après vraiment une période comme 3 ans ou un truc comme ça, où t'as le breakthrough entre guillemets, et où bizarrement, tu sais pas pourquoi, mais ça y est, ça prend, quoi, tu vois. Là, tu connais la croissance. Et là, ça commence à prendre, et là, tu te dis, mais au fait, ça marche, au fait, je peux vraiment apporter quelque chose. Et c'est vraiment l'adage qui dit la lumière la plus sombre, c'est avant l'aube ou un truc comme ça. Et non, c'était vraiment ça. J'étais vraiment au fond du groupe. Pour que moi, je me dise, je vais aller chercher un job, c'est que j'étais vraiment. C'est vraiment, Mais après, je sais pas, des miracles sont arrivés. Alors, je pense que c'était le fruit des 2-3 ans que j'avais donné qui ont fait que ça a mis tout ce temps-là pour porter vraiment ses fruits. Et c'est là que je les voyais.
Et heureusement que c'est arrivé. Et le breakthrough dont tu parles, c'était quoi? De toutes les boîtes, c'est des ventes. Ok. C'est juste ça. Okay. Alors, genre, t'as une grosse commande qui est tombée d'un coup. Enfin, d'un coup, je veux dire. Au fait, j'avais quand même des contrats pendant 2-3 ans parce qu'il fallait quand même que je mange. Donc, je faisais un peu. Je faisais ce qu'on me donnait, quoi. Donc, je bossais, j'essayais de trouver des clients, etc. pendant 2-3 ans. J'arrivais à en vivre tant bien que mal. Et après, j'ai commencé à avoir les contrats que je voulais vraiment avoir. Petit à petit, je commençais à susciter vraiment l'intérêt, etc. Qui faisait que je me disais que ça pouvait marcher, quoi. Et vu que, à l'origine, tes clients sont des gens qui habitent en dehors de Mada, comment tu faisais, toi, pour les atteindre? Ah oui, donc oui, c'est pour ça que j'ai galéré pendant 2-3 ans. C'est que, en fait, c'était... Au début, je voulais cibler la diaspora malgache. Ouais. Donc, j'avais fait 1 ou 2 fois, plusieurs fois, je suis partie à Paris. J'ai eu beaucoup de leçons de ça parce que j'ai parlé avec les gens en direct. Donc j'arrivais vraiment à comprendre ce que eux ils recherchaient, c'était quoi le problème, pourquoi est-ce que ça coinçait, pourquoi est-ce que les gens faisaient pas confiance à des entreprises, je vais pas dire malgaches, mais sur Madagascar pour le faire. Et c'était dur pour mon ego parce qu'ils sont très très méfiants, ils te voient, tu viens de Mada, pour eux ça veut dire que c'est pas très aux normes, ça va pas être forcément très très bien fait, etc. Donc j'allais là-bas, c'était une grosse erreur. Et après, j'ai commencé à faire du marketing en ligne, ce qui était c'était dingue de ma part parce que mes études c'était faire du marketing en ligne. Je l'ai pas fait pendant 2-3 ans. Et parce que t'avais pas pensé ou parce que... je sais pas, j'y avais pas pensé, puis j'avais la tête je sais pas, j'avais la tête dans le guidon de la boîte, ou je sais pas, c'est la dernière chose à laquelle j'ai pensé. Et une fois que j'ai commencé à faire ça petit à petit, j'étais plus dans une position où j'étais demandeur, parce que quand tu vas là-bas, que t'en as t'as peut-être 2 semaines, en 2 semaines il faut que tu rencontres des gens, en 2 semaines il faut que tu signes des trucs, c'est vraiment très très court, c'est quasiment impossible, quoi. Donc des fois ça marchait, et des fois tu vas là-bas, tu dépenses de l'argent pour un billet, ça coûte une fortune d'aller à Paris. Et au bout on va dire, du 14e jour, retour le lendemain, t'as rien signé, t'es complètement déprimé, quoi. Et en fait, c'était pas la bonne stratégie. Moi, au moins, je me dis, j'ai appris que c'était pas la bonne stratégie. Et là, je suis plus dans une position où les gens, on essaie on essaie de toucher les gens qui cherchent déjà en étant sur Internet. Et déjà, c'est beaucoup moins cher parce que j'ai pas besoin d'aller à Paris. Et j'ai découvert que la plupart des gens qui construisent, en tout cas nos clients à nous, sont pas à Paris. Donc je me suis vraiment trompée de data parce que je pensais, au fait, j'avais ce que les gens ont toujours, c'est qu'ils pensent que les malgaches qui habitent à l'étranger, comme il y en a beaucoup à Paris, donc forcément le mieux c'est d'aller là-bas. Et alors que la plupart des gens qui font finalement sont pas de là-bas. Et aujourd'hui, donc depuis ce moment où tu as fait du marketing en ligne, il ressemble à quoi ton processus d'acquisition client? Tu vois, je veux dire, alors je sais que tu as notamment fait des webinars, mais peut-être avant d'arriver au webinar en soi, il se passe quoi? Tu vois, je veux dire, est-ce que t'as une landing page, ou est-ce que t'as un site internet où les gens ils entrent leur email peut-être, et puis après tu les contactes derrière, ou... on a surtout le site web, et les gens nous contactent via le site web. C'est ce qui marche le plus. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on a créé la discussion autour du fait de rentrer à Mada, de construire à Mada, etc. Parce que et j'avoue, c'est grâce aux discussions que j'ai eues avec eux. Toutes les questions que les gens se posent, énormément de questions sur Mada. Il y a énormément de débats aussi sur l'état de Mada, la sécurité, etc., etc. Et ça rentre en compte dans leur processus de décision pour construire ou pas. Donc c'est pour ça qu'on a créé du contenu qui parle de ces choses-là. L'idée, c'est pas de donner des solutions ou de dire comment les choses sont, mais d'aborder juste les sujets qui sont importants pour les personnes qui éventuellement voudraient construire. Et quand tu regardes maintenant aujourd'hui, les personnes avec qui tu travailles, généralement, ils veulent construire un Mada. Pourquoi? Pour investir. Vraiment, ils voient ça comme un investissement, voilà, tel quel. Ou est-ce que c'est par exemple parce que voilà, un jour ils envisagent peut-être de revenir au pays pour la retraite éventuellement, ou peut-être d'autres raisons. Alors les deux. Il y en a beaucoup qui envisagent pour leur retraite parce que les Malgaches, ils veulent pas mourir en France ou à l'étranger, donc forcément ils pensent à ça. Ils font leur maison à Madagascar.
Pour le côté investissement, il y en a beaucoup qui pensent investir à Mada. Il y a ceux qui pensent que c'est hyper facile et qu'on va se faire 1000 euros de loyer pour genre 10 000 euros d'investissement. Ça marche pas comme ça. Mais de manière générale, ceux qui investissent à Mada, c'est vrai qu'il y a un côté rationnel où il faut que l'investissement rapporte à un moment donné. Mais le fait de construire, ça reste quand même quelque chose de hyper affectif pour eux. Ça reste quand même construire dans son pays. Parce que investir dans l'immobilier, il y a 1000 options qu'ils peuvent avoir à part construire à Mada. Surtout s'ils sont à l'étranger. Ils peuvent très bien investir dans l'immobilier dans le pays où ils sont. Ou même, il y a d'autres pays dans le monde où c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus sécurisé qu'à Mada. Mais on décide de le faire à Mada parce qu'on est malgache ou parce qu'on a un lien particulier avec Madagascar. Donc c'est surtout ça. C'est pas des projets, c'est pas des gens qui veulent être riches ou qui veulent être millionnaires ou qui veulent vraiment avoir une retraite confortable en termes de loyer. C'est vraiment un côté affectif où, in fine, un jour, ils habiteront à la maison. Et toi, par rapport au business model de ta boîte, tu fais comment? Est-ce que tu prends est-ce qu'il y a un fee exact en fait en fonction par client, genre j'ai n'importe quoi, par exemple 1000 euros, c'est ce qu'on taxe par projet, par personne, ou c'est dans la construction même, par exemple, que peut-être tu prends une marge sur certains coûts, par exemple. En fait, ça dépend vraiment des projets des gens. Et comme nous, on est vraiment plus dans l'accompagnement que dans la construction en soi, entre guillemets, parce qu'après, je vais pas dire n'importe qui, mais beaucoup de personnes peuvent construire. On accompagne déjà dès le début à partir du moment où la personne pense le projet. Et il y a beaucoup d'étapes qu'il faut pas rater avant de construire. Le fait de choisir le bon architecte ou pas, le fait de choisir le bon ingénieur, faire les bonnes études, trouver le bon terrain, etc. Et en fait, à chaque étape, avant d'arriver même au premier coup de pioche, il y a des métiers qui existent qui font que le projet sera bien ficelé, et nous, on met en relation avec des personnes de ce métier-là, comme des architectes, des notaires, des ingénieurs, des topographes, etc. Il y a ce côté-là, cette expertise-là qu'on apporte, et aussi la connaissance du marché local, en tout cas des experts, parce que on ne propose pas n'importe quel architecte ou n'importe quel... ça, c'est pas une erreur, mais quand on connaît pas le milieu, on choisit juste ceux qu'on trouve sur Internet parce qu'on a googlé. Et nous, on les connaît personnellement, on connaît leur réputation, etc. Éventuellement, on a peut-être déjà travaillé avec eux, donc on les redirige vers eux. Et ça, c'est déjà une première étape pour assurer un bon chantier. Ensuite, on fait vraiment le chantier et on assure la construction. Au niveau du prix, c'est pour ça on peut pas donner vraiment de prix. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne un seuil minimum juste qui fait que la maison sera d'une qualité quand même assez acceptable. Et ça varie vraiment. Et puis on ouvre les yeux des gens aussi dans tout le processus de conception. On ouvre leurs yeux sur les vrais prix parce qu'ils pensent que ça coûte que 4 francs 6 sous parce que c'est Mada. Et alors que pas du tout. Des fois, ça peut atteindre exactement les mêmes prix qu'en France. Ça dépend de ce que les gens cherchent. Et les gens ont besoin d'être guidés dans ces processus de choix et de décision et d'arbitrage qu'il faut faire sur une maison, quoi. Puis c'est vrai que quand même, il y a les coûts des matériaux, enfin il y a quand même des fois des vraies fluctuations de prix, genre peut-être en une semaine tu peux, je sais n'importe quoi, ton ciment peut peut-être te coûter 5 milliards plus cher, mais quand t'as besoin de centaines de sacs de ciment, bah tu les vois passer, quoi. Ouais. Complètement. Et t'as déjà vu, parce que tu sais, ça inscrit pour personne, le foncier, tu vois, Mada, c'est quand même quelque chose d'un peu délicat, enfin je veux dire, on a tous entendu des histoires on dirait plus invraisemblables les unes que les autres. Toi, t'as déjà eu genre il y a 10 propriétaires. Ouais, c'est ça, tiens. Genre toi tu construis, puis il y a quelqu'un qui vient, dit mais attends, mais c'est ma maison, regarde, enfin c'est mon terrain, tiens, mon titre et tout, tu vois. T'as déjà eu toi des trucs comme ça, enfin des dingueries un petit peu Bon, après familialement parlant, oui, mais après dans le milieu professionnel, c'est pour ça que du coup on est pertinent, parce que par exemple quand on cherche un terrain pour une personne, il y a tout un travail de vérification derrière. On fait nous-mêmes, on fait un tri par rapport aux terrains qui correspondent à leurs critères, et on vérifie que les papiers qui sont donnés par le propriétaire, la personne qui se dit propriétaire, c'est vraiment légitime. Donc est-ce que cette personne est vraiment propriétaire, est-ce que c'est vraiment titré bordé à son nom. Et une fois que la personne achète, on gère tout le processus d'achat avec le notaire. Donc c'est baqué, quoi. C'est sûr que si la personne elle achète un terrain, il y a pas un mec qui va venir après et dire non mais au fait c'est
appartient à ma famille, parce que mon grand-père, machin. Donc c'est tout l'intérêt de faire appel à quelqu'un qui t'accompagne. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que Amada, quand il s'agit un peu de tout ce qui est métier autour de tout ce qui est manuel, on va dire, tu vois, que ce soit dans la couture, par exemple, notamment la construction, il y a un vrai problème avec la main-d'œuvre par rapport à la gestion du temps. Tu vois, généralement, tu vas voir un gars, par exemple, tu lui dis ça, tu peux faire. Bon, déjà de 1, il va te dire ah ouais, non, t'es ma fille, t'as qui, ouais, tu vois. Mais après, en plus de ça, tu lui demandes combien de temps il va mettre, il va te dire 2 semaines. Ouais, il va en mettre 6. Voilà, c'est ça, tu vois. Ouais. Toi, tu fais comment justement pour pallier à ces genres de problèmes là, qui peuvent arriver? Ouais, c'est les genres de choses où j'étais confrontée au début. Quand je commençais, ça me rendait dingue. Parce qu'en plus, moi j'ai un rapport au temps qui est vraiment spécial. Moi, je suis hyper ponctuelle. Ouais, je confirme, t'es grave ponctuelle. Moi, quand on me dit c'est fini, je dis, c'est que c'est fini, je dis. Et donc, j'ai arrêté de lutter contre ça, parce que ça sert à rien. En fait, c'est parce que j'avais pas compris le métier de la construction. Tu peux pas demander au gars de la main-d'œuvre en combien de temps il le fait et tu lui dis 2 semaines. Lui, c'est juste un maçon. Il faut que tu aies toute une structure derrière. Donc, la main-d'œuvre, déjà, moi, je parle pas aux gens je parle pas aux maçons ou aux ouvriers. Il y a vraiment un chef d'équipe qui s'en occupe. Ensuite, le chef d'équipe, il y a un chef de chantier qui s'occupe de lui. Le chef de chantier, il y a encore un conducteur des travaux qui s'occupe de lui. Et donc, en fait, il y a c'est des calculs. Tu calcules une tâche, tu calcules le nombre de personnes qui est censé faire cette tâche dans un certain laps de temps. Après, tu prends une marge, t'es obligé. Et c'est à eux de faire le travail en temps voulu. Et souvent, en fait, avec un peu d'expérience, tu arrives à jauger à peu près combien de temps une tâche va vraiment prendre. On leur demande jamais parce qu'on sait à peu près en combien de temps un truc est censé être fait. Ouais, avec l'expérience maintenant. Oui, et puis ça reste quand même. Il y a quand même un planning, et puis il y a quelqu'un qui gère vraiment un planning, et il y a 1000 raisons en fait que quelque chose soit en retard. Des fois, c'est pas juste parce que le mec il a pas fait son boulot, des fois c'est des questions d'approvisionnement, des fois c'est la météo, des fois c'est. Donc il faut juste prendre une marge qui soit acceptable pour nous et pour lui. Et voilà. Après, de toute façon, on regarde la durée du chantier en un tout, mais pas sur les petites choses, quoi. Et si au début, c'est vrai, pendant les 2 premières années, l'entreprise survivait, aujourd'hui ça va, le business, enfin l'entreprise se porte bien? Là ça va. Franchement ça va, ouais. Là ça va. Je pense que on peut jamais dire que genre ça y est, je suis le roi du pétrole et j'ai plus à bosser. Là ça va, les choses sont plus structurées, les choses sont en place. On est plus en mode de genre survie. On arrive à voir quand même de quoi venir sur une année. On arrive à bien gérer les choses. Alors bien sûr, rien n'est jamais gagné. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais moi, je suis contente de me dire que je peux faire vivre des gens. Et moi aussi, je peux vivre... pas survivre, quoi. Mais vivre vraiment de mon métier, quoi. Et aujourd'hui, vous êtes uniquement sur des marchés de construction avec, auprès de la diaspora ou des gens qui sont à l'étranger qui veulent construire ici, ou est-ce que même localement, je veux dire, que ce soit dans le privé ou peut-être dans le public, je fais pas de public. Ok. Je fais pas parce qu'il n'y a pas de résidentiel dans le public. Enfin, si, peut-être les projets de logement, mais c'est pas du tout le même concept, quoi. C'est pas du tout le même processus de création. On fait vraiment un truc, est-ce que je vais dire niche? Je sais pas, mais c'est un truc hyper précis, et c'est vraiment contourer les choses qu'on fait. On construit vraiment pour des personnes qui habitent à l'étranger, déjà. Ou qui ont un lien avec l'étranger, des gens qui sont ici mais qui sont de passage, ou etc. Et il y a un véritable processus de création derrière. C'est vraiment, c'est pas du génie civil, quoi. C'est même pas de la construction en soi, c'est vraiment c'est vraiment une offre particulière, quoi. Et tu parlais justement de création. Je voulais savoir, toi, c'était quoi ton avis? Alors, avant de parler de ton avis, à Tana en tout cas, et ses environs, c'est qu'on retrouve un mélange d'architecture avec des trucs hyper modernes, comme on peut voir par exemple sur en Koronjan ou les autres centres d'affaires, avec tu vois, genre je sais pas qu'on appelle ça, mais bon, des grosses baies vitrées, c'est peut-être pas comme ça qu'on appelle ça techniquement, mais tu vois ce que je veux dire. Et il y a par exemple sur côté la Haute-Ville des bâtiments donc qui ont une architecture qu'on considère donc comme étant l'architecture traditionnelle ici à Amada.
toi, t'as une préférence entre les deux? Au début, j'aimais bien le côté traditionnel, mais de plus en plus, j'aime bien les choses un peu plus... Enfin, j'aime bien le mélange des deux. Mais après, je suis de moins en moins impliquée dans la partie créative parce que maintenant, on essaye de travailler avec des architectes le plus possible. Et c'est l'architecte le patron, quoi. Okay. Du design de la maison, etc. Et il faut leur faire confiance. Et je pense que c'est ce qui manque aussi à Mada. On travaille pas assez avec des architectes. On forme pas assez d'architectes. On n'a pas assez de la culture de l'architecture, etc. Après, c'est bien pour nous parce que ça peut faire une différence quand vraiment on passe par ce processus. Mais j'ai pas de style particulier parce qu'après aussi ça change souvent. Je pense que tout peut être beau. Ça reste un métier d'artiste, quoi. Donc à chacun ses goûts. Ouais, comme tu disais, c'est vrai que souvent il y a dans la globalité, je pense que les gens ils vont beaucoup au feeling, tu vois, genre bon, on va mettre un truc là comme ça et puis on fait comme ça et regarde sur Pinterest. Ouais, voilà. Ouais, regarde, c'est vrai que ça c'est un truc qui manque beaucoup à Mada, la partie urbanisme déjà des villes et se dire qu'on a besoin d'un architecte et des fois aussi on n'arrive pas à trouver le bon architecte qui corresponde à son budget et au style qu'on recherche. Ceux qui peuvent vraiment se permettre aujourd'hui un archi qui font des choses bien comme il faut, il y en a, mais c'est vrai que c'est pas à la portée de tout le monde et même légalement on est obligé d'avoir un architecte que à partir d'un certain nombre de mètres carrés de surface. Donc si on fait que une maison de 80 mètres carrés, je suis pas obligée de passer par un archi et je pourrais juste dessiner moi-même et puis je pourrais faire ce que je veux, quoi. Ouais. Quasiment. Je pourrais faire quasiment que je veux. Je pourrais faire une maison rouge, ronde. Je pourrais le faire. Ouais, c'est vrai que tu parles de l'urbanisme. C'est vrai que ça, c'est vraiment quand même un truc. Ouais. Je sais même pas si aujourd'hui c'est encore possible de. Enfin, tu vois, d'aménager en tout cas la ville de Tana comme il se devrait, parce que bon, voilà, par exemple, ne serait-ce que par exemple, tu vois, les canalisations, ça, les égouts et tout, par exemple. Bah, si tu veux les mettre, écoute, va falloir enlever très probablement voilà, des maisons par-ci par-là et bon, les gens... ça, et la corruption, parce que si t'arrives à faire une maison au bord de la route qui est vraiment sur la route, c'est que quelque part, c'était pas... Ouais, il y a un souci, ouais. Tu t'as pas eu ton permis de manière très claire, quoi. Ouais, si t'as eu ton permis, tu vois, c'est même ça. En fait. Ouais, et encore, c'était ton permis. Ouais. Alors, parallèlement, Ivana, t'as pas mal de responsabilités aussi, t'es notamment membre du CA de la RMP, l'autorité régulation de marché public. Ça y est, je vais me faire griller. Non, mais... non, t'inquiète, je vais encore énumérer d'autres trucs. Tu es vice-présidente du groupement des entreprises de Madagascar et tu es présidente du jeune patronat de Madagascar. Bon, t'as deviné, c'est vrai, j'ai commencé par la RMP, mais je voulais juste savoir comment tu t'es retrouvé là, parce que c'est vrai qu'on regarde ton parcours... Catapulté à ce truc. Alors, déjà, tout a commencé avec le JPM, parce qu'en fait, le JPM est membre du GEM. Je suis devenue présidente du JPM l'année dernière. Et en fait, dans le bureau du GEM, il y a tous les vice-présidents sans les présidents des groupements qui font le GEM. Donc, c'est pas vraiment... je suis pas devenue vice-présidente je vais dire par mérite du GEM, mais c'est juste que le poste fait que voilà. Par rapport à la RMP, au fait, le GEM propose ensuite, en tant que représentant du secteur privé, des personnes auprès des institutions qui sont publiques, en tant qui ont un rôle d'observateur et de défense du secteur privé dans les conseils d'administration. La RMP en fait partie, c'est une institution publique, et on m'a proposé de le faire, et je vais expliquer pourquoi je le fais. Oui, explique-nous. En fait, l'entreprise de BTP de mes parents, c'était une entreprise qui faisait des marchés publics, uniquement des marchés publics. Okay. Donc, depuis que je suis née, quand je te dis que j'accompagnais ma mère, c'était sur des marchés publics, j'allais avec elle dans les bureaux, donc je sais très très bien comment ça se passe, les marchés publics. Et déjà, depuis toute petite,
j'étais vraiment gênée, en fait, par rapport à beaucoup de pratiques qui se font dans les marchés publics. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité parce que je pense que c'est pas un métier facile et que ça reste un vrai métier qui est vraiment difficile. Il y a des vrais challenges quand on fait un contrat de marché public. Mais il y a des pratiques, pour parler clairement, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup d'irrégularités, etc. Et quand je suis arrivée à Mada, j'avais le choix entre, du coup, reprendre Ivana ou reprendre la boîte de mes parents. Et je voulais absolument pas faire de marché public, c'était le vœu que je me suis faite, que si moi je reviens, je vais pas être dans un système de corruption ou de etc. Toujours en disant que ça reste un métier, il y a pas de métier facile. Et je crache pas dessus parce que c'est ce qui a fait que j'ai pu vivre. C'est comme ça que mes parents m'ont nourri, donc je suis pas du tout en train de cracher sur le métier de mes parents. Et donc c'est une des choses qui me tenait vraiment à cœur quand je suis rentrée à Mada. Comment lutter contre la corruption, c'est un grand mot, mais en tout cas dire non à ça et ne pas faire de ça mon métier, parce que je me sens pas à l'aise et j'aime pas. Et donc à la RMP, qui est l'autorité de régulation des marchés publics, qui n'est pas un organisme de lutte contre la corruption, mais qui est là pour informer des réglementations qui sont en vigueur et faire en sorte que tout soit une règle dans la passation des marchés. C'est très très récent. Le premier conseil d'administration, c'était le mois dernier, donc je peux pas encore vraiment dire, je peux pas encore vraiment faire de vrais retours. Mais en tout cas, déjà, c'est un poste qui est symbolique pour moi par rapport à mon enfance, par rapport à ma maman, par rapport à tout ça. Et j'attends de voir encore ce que ça donne. Je sais pas encore. Ok, donc histoire à suivre. Ouais, voilà, histoire à suivre. Je suis en train de découvrir en même temps. Alors là, il faut peut-être me corriger, mais je crois que c'était la première fois que ça a été fait. Il y a le JPM qui a publié donc récemment un classement pour diverses catégories en fait, qui rassemble diverses catégories d'entrepreneurs en fonction de leur secteur d'activité. C'est la première fois que vous l'avez fait? Ouais, c'est la première fois. Ok. C'est vrai que donc là, je trouve que c'est vraiment une idée vraiment super. C'est un peu, si on doit comparer, par exemple, ce qui est étranger, ça aurait pu être un genre Forbes 30 under 30, par exemple. Et je trouve que c'est très bien. On n'est pas très originaux. Ah non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Au contraire, je suis en train de vraiment de louer les efforts qui ont été faits pour mettre ça en place, parce que je pense que ça met vraiment en valeur le travail qui est fait justement par ces entrepreneurs. Et ça, il y a un autre aspect en fait aussi qui est bien quand on sort un système de classement, c'est que forcément ça titille l'ego et ça pousse, je pense, à chaque entrepreneur maintenant qui a ça par exemple, à vouloir se dépasser et à performer encore plus pour j'espère. un jour figurer dans ce classement, parce que bon, entre nous, voilà, qui n'aimerait pas être dans un classement, tu vois. Moi, je trouve que ça bien. Et ça s'est passé comment, enfin le processus qu'il y a derrière quand vous avez lancé ça, vu que c'était nouveau, ça s'est passé comment? Vous avez contacté entre guillemets, enfin, de manière discrète, enfin individuellement, je veux dire, les différents entrepreneurs que vous connaissez, ou il y avait vraiment une grosse annonce, parce que j'avoue, j'ai pas suivi le début du process, donc je sais pas trop. Une grosse annonce qui disait envoyez vos dossiers à tel. En fait, c'était un appel à candidature. Et la philosophie derrière, c'était de mettre en avant déjà des nouveaux visages d'entrepreneurs, un nouvel écosystème à Mada d'entrepreneurs qui ont envie d'apporter de l'impact. Et en fait, quand moi, je reviens toujours quand je suis rentrée de Mada et que j'essaie un peu de trouver ma place, tu vois, en tant que jeune entrepreneur. Déjà, t'es pas du tout crédible et tout quand t'arrives et que t'as aucun track record, etc. Et plus le temps passe, tu commences à peu près à trouver ta voie. Mais à Mada, ça reste un énorme entre-soi, c'est le monde du secteur privé. C'est toujours à peu près les mêmes personnes et c'est toujours pour des raisons qui, je veux pas critiquer, mais c'est des raisons d'entreprendre qui sont de l'ancienne génération, où c'est vraiment il y a pas mal d'ego, il y a pas mal de regard de la société, etc. Et là, ce qu'on voulait faire, c'était de démontrer que c'est possible d'entreprendre avec plus de raisons que faire du profit, donc créer un impact. Et c'est comme ça qu'on a... Enfin, c'est un peu la philosophie du classement. Donc, on a fait un appel à candidature et on a contacté personne. C'est vraiment les gens qui ont rempli le formulaire. On a eu une petite centaine de candidats. Et par contre, on avait après un jury qui, lui, était composé de personnes qui étaient bien implantées dans le secteur
Et j'avoue qu'ils font partie de cet entre-soi que je critique autant, mais il fallait quand même que ce soit des gens qui ont vraiment 10-20 ans d'expérience dans le monde malgache, qui connaissent bien le contexte malgache et qui puissent vraiment voir est-ce que cette entreprise apporte un réel impact ou pas. Et ce qui est bien, c'est que ça a aussi... Enfin, j'espère que pour les prochaines éditions, ça apprend aux gens ça les sensibilise à créer de l'impact. Parce que quand on regarde les candidatures qui ont été faites, il y en a qui sont vraiment hyper clairs sur l'impact qu'ils veulent avoir et qu'ils ont eu. Et il y en a où ça reste encore un peu flou. Et je pense que ça peut en tout cas faire germer les idées. Ah, c'est super. Franchement, belle initiative. Et d'ailleurs, au fin du mois d'avril, vous avez tenu un afterwork qui traitait donc du thème parentalité, entrepreneuriat. C'est quoi les conclusions qui sont sorties de ces échanges que vous avez eus, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas là? Je pense que ça peut être intéressant de savoir ce qui a été discuté. Ouais, alors les afterworks, on essaie de les faire une fois par mois. Ouais. Celui de la dernière fois sur la parentalité, c'était vraiment une question de priorité dans la gestion de son temps. Des choses qui changent quand on devient parent. Alors il y a eu des personnes qui sont jeunes parents d'enfants de moins de 2 ans. Il y a eu des personnes qui étaient déjà parents d'enfants de 10 ans. Alors on voit tout de suite que le quotidien est différent, mais on voit que il y a toujours un moment dans la journée, ou en tout cas dans le travail, qui est dédié aux enfants. Et c'est quelque chose qui est pris en main sur le temps de travail qu'on pouvait avoir avant quand on n'avait pas d'enfants, quoi. Donc c'est une question de trouver un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Et toi, perso, t'as eu du mal à trouver cet équilibre ou ça se fait naturellement? C'était compliqué au début. Au début, c'était compliqué parce que déjà, quand on est enceinte, c'est compliqué. Là, je parle pour moi. Et peut-être, et j'espère pour beaucoup d'autres femmes enceintes, je le suis encore d'ailleurs, on n'a pas... Il y a certaines femmes qui n'ont pas forcément la même énergie ou la même... on devient... il y a des fois où t'es vraiment dead pendant 3 mois, où tu fais que vomir. C'est impossible de travailler. Je sais pas comment les autres femmes, elles font, mais moi, il y avait des moments où je pouvais rien faire de ma journée à part être dans le lit. Donc là, déjà, tu commences à te poser des questions sur la place du travail dans ta vie. Une fois que l'enfant est là, déjà, tu découvres qu'on c'est ton premier enfant, t'es un peu déstabilisé, tu culpabilises énormément de pas être au boulot quand t'es avec l'enfant, et après quand t'es au boulot, tu culpabilises parce que t'es pas avec l'enfant. Donc c'était compliqué pour moi. Et surtout que comme je suis pas salariée, donc je pouvais pas vraiment prendre des vrais congés maternité, etc. Il y avait pas vraiment de break entre les deux. Je suis revenue au boulot genre 15 jours après avoir accouché. Donc la balance est difficile à trouver. Je pense qu'elle la trouve petit à petit. Là, avec un deuxième, je sais pas comment ça va se passer. Mais franchement, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile de faire le lien entre les deux. Mais après, c'est pas impossible quand on a de l'aide. Je pense qu'il faut absolument se faire aider. C'est la seule... c'était une des conclusions. Il faut absolument se faire aider par ses parents, par la famille, par une nounou, etc. Sinon, c'est impossible. C'est juste pas possible. Il faut pas se faire d'idées, quoi. C'est vrai que c'est un des grands avantages qu'on a, justement, je pense, je suis pas encore père, mais quand on vit, justement, ces premiers instants en tant que parent, c'est de pouvoir justement compter sur la famille et tout, parce que clairement, si par exemple, imaginons tu seras encore à Sydney, bon, après t'aurais pu prendre éventuellement un babysitter, mais bon, c'est sûr que déjà financièrement à un moment c'est lourd, et même tu vois, je veux dire, c'est par exemple si c'est un proche à toi dans ta famille qui s'occupe de l'enfant, tu vois, sûr qu'il soit autre chose que si c'est un inconnu, quoi. Donc clairement c'est... Ouais, complètement. Mais c'est vraiment un des avantages de Mada, en tout cas, d'entreprendre avec des enfants. Qu'on n'aurait pas dans n'importe quel pays du monde. Je pense qu'on pourrait pas avoir autant de chances déjà de prendre autant de temps qu'on veut entre guillemets pour se remettre d'une grossesse, etc. Et avoir autant d'aide qu'on peut avoir à Mada. En France, je pense tu dois confier ton enfant à la crèche au bout de 3-4 mois. C'est pas facile déjà pour une maman, pour un parent, c'est pas facile pour le bébé. Bref, je pense c'est beaucoup plus sain. Je trouve que c'est beaucoup plus sain d'avoir des enfants à Mada et de travailler en même temps. Bah, écoute, franchement, moi, je voulais te remercier pour cette discussion qu'on a pu avoir. Là, on est sur la fin, mais en tout cas, je voulais te souhaiter, déjà,
beaucoup de santé, d'avoir une grossesse qui se passe le mieux possible, et de réussir, que tu puisses connaître avec ton entreprise et tes différents projets, beaucoup de succès, quoi. Merci beaucoup, ça m'a fait vachement plaisir de venir, de faire un peu ma thérapie gratuite. Ouais. Non, vraiment, encore merci, puis je vous encourage vraiment à bien écouter tout ce que Lilia nous a partagé, parce que je pense qu'il y a beaucoup de valeur dans ce qu'elle a raconté, et c'était une discussion très, très honnête, comme on les aime. Merci. Merci à toi.